Oui, bonsoir Lika. Je précise à nos auditeurs, à nos followers que vous êtes en direct de Sydney. Oui, je suis à Sydney et on est ici le vendredi 17 à 7 heures du matin. Mais c'est un réel Décidément, avec vous. il est déjà 7 heures chez vous et je vais Ouais. vous présenter à nos followers. D'abord, depuis 2016, vous êtes chercheuse au sein du National Health and Medical Research. Dr Dien a un parcours à la fois scientifique et stratégique. Elle dispose d'une expérience de plus de 15 ans en essais cliniques, surveillance épidémiologique, épidémiologie et des cancers, des maladies chroniques, économie de la santé et renforcement des systèmes de santé. Votre présentation ce soir, docteur, comportera 4 parties. La situation épidémiologique, atouts et challenges des systèmes africains. Deuxième partie, les mesures de santé publique actuellement déployées dans le continent et les effets escomptés. Troisième partie, améliorer les systèmes de santé au bénéfice des populations. Et la quatrième et dernière partie, se préparer à la prochaine épidémie. Nous allons y aller avec vous, docteur Mbachodian, pour la présentation de votre première partie intitulée Situation épidémiologique, atouts et challenges des systèmes africains. Il s'agira d'une brève présentation de la situation épidémiologique de la pandémie du Covid-19 en Afrique subsaharienne et vous allez nous parler aussi des atouts dont dispose le continent africain face à cette épidémie, de cette pandémie de coronavirus et les challenges auxquels il devra faire face. Exactement. Merci Lika. C'est un réel plaisir d'être avec vous et de participer à ces discussions qui sont vraiment intéressantes et qui viennent à son heure actuellement. Parce que, comme tu l'as bien précisé, le coronavirus est là. C'est une réalité sanitaire qui s'est abattue dans le monde depuis fin 2019 et en Afrique, bien sûr, comme nous vivons actuellement et comme le monde est constitué actuellement, avec les déplacements et tout, l'Afrique aussi bien que cette épidémie n'est pas née en Afrique, c'est né en Asie, plus particulièrement en Chine, mais nous allons la vivre. Maintenant, ce n'est plus une épidémie, c'est une pandémie, c'est-à-dire une épidémie qui s'est généralisée. Donc, on a eu notre premier cas en Afrique en mi-février, le 11 février exactement en Égypte. Et puis maintenant, plus de 52 sur les 52 pays sur les 54 de notre cher continent ont des cas de coronavirus COVID-19. Donc maintenant, la contamination, elle est là. Il y avait beaucoup de spéculations sur la lenteur des cas qui se sont déclarés en Afrique. Il y a beaucoup de spéculations qui ont été faites. Est-ce que c'est parce qu'on ne testait pas ou bien c'est parce que réellement il n'y avait pas de cas? Donc, à la date d'hier, du 16 du 15 avril plutôt, les cas de contamination qui ont été déclarés en Afrique et plus de 800 morts. Donc, la réalité, elle est là. Donc, elle est plus touchée particulièrement. Et le Burkina Faso sont des pays qui inquiètent actuellement juste sur l'évolution des cas au niveau de ces deux pays comparé à ce qui est en train de se passer exactement actuellement en Europe. Donc, il y a une étude récemment qui a été conduite et publiée dans le Lancet Global Health. Et dans cette étude, on a fait une comparaison depuis l'apparition du premier cas et l'apparition du 5e cas officiellement déclaré et voir comment l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal, le Nigeria et le Burkina Faso se comportent. Et ce qu'on voit, c'est que le Sénégal et le Burkina Faso sont sur la même trajectoire d'évolution des cas que l'Italie et l'Espagne, les pays européens. Donc, juste pour remettre le contexte que la maladie, elle est réelle, elle est bien là. Et voilà, donc ça, c'est les deux graphes
Ça, c'est les 2 graphes qu'on est en train de voir sur l'écran. Je ne sais pas si les auditeurs pourront voir ça, mais c'est justement ça. Donc, on voit nettement les courbes pleines, c'est les courbes de l'Afrique, et on voit que l'évolution, depuis les premiers cas sont déclarés et les 5e cas sont déclarés, l'évolution, elle est identique ou similaire en tout cas aux pays comme les pays européens. Ceci étant dit, l'Afrique a des atouts par rapport à cette épidémie. Et ces atouts, ça se situe au niveau, il y a beaucoup de spéculations qui est en train de faire, pas encore de recherche solide, mais on a une démographie qui est en notre faveur. C'est-à-dire, il y a une corrélation qui a été établie, et ça c'est scientifique, entre l'âge et la gravité des cas du coronavirus. Donc, l'Afrique ayant une population très jeune, avec seulement 4% de la population qui sont âgés de plus de 65 ans, si on compare par exemple à la France qui a 20%, à la Chine 16%, aux États-Unis 16%, à la Chine 11%. Donc, on voit qu'on a un avantage. Donc, les cas graves, cette démographie-là pourrait être un avantage pour limiter le nombre, en tout cas, de cas graves. Par contre, d'autres recherches ont besoin d'être faites, et pour vraiment vérifier ce postulat-là, cette hypothèse. Il y a aussi, on parle du climat, on dit que par exemple le climat chaud qu'on a dans nos continents pourrait être un faveur, mais ça aussi, ça reste à vérifier. L'exemple de l'Australie, par exemple, qui vient juste de sortir de sa période chaude, de son été, avec plus de 30 à 40 degrés avec les feux de brousse. Donc, c'est chaud, mais ici, on a les cas. On est pour une population de 25 millions d'habitants, on a plus de 6 000 cas. Donc, est-ce que ça s'est vérifié? Donc, scientifiquement, ça reste à chercher. Aussi, on a une expérience des épidémies. Hein. On a l'épidémie du VIH qui a un peu fait des dégâts en Afrique, beaucoup d'ailleurs. On a aussi les épidémies de Ebola qui sont venues, et l'Afrique est toujours en train de se battre avec cette épidémie. Donc, depuis 4 ans, on est en train d'essayer d'éradiquer Ebola, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, et ces précédentes épidémies ont permis à l'Afrique, quoi qu'on puisse dire, d'avoir une gestion, une expérience de la gestion des crises, et aussi d'avoir mis en place, en tout cas, comme on peut le voir dans les aéroports africains, il y a beaucoup les appareils thermiques pour prendre la température des populations. Voilà. Pour prendre la température des gens qui voyagent. Et ça a été bénéfique. Et vous avez vu que dès qu'on a commencé à détecter, à parler de l'apparition des cas de COVID-19, on a vu que cet équipement ou bien ces mises en place qui existaient déjà ont été ressorties, et on a commencé à utiliser ça. Donc, on ne part pas de zéro. Et aussi, il y a aussi la création de l'Union africaine qui a fait genre un task force pour pouvoir vraiment répondre à cette épidémie d'une manière collective. Donc, on a des atouts qui sont là, et je pense que ces atouts pourront être utilisés pour pouvoir répondre à cette épidémie. Mais, comme on le sait, notre capacité de faire face à une épidémie, elle est limitée. Et beaucoup de pays d'ailleurs, la crise de COVID-19 nous montre que vraiment, presque tous les pays ne sont pas préparés à de telles épidémies. Absolument. Donc, et nous montre d'importantes lacunes, que ce soit l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc, l'Afrique n'échappe pas à cette règle. Et l'OMS a fait des études et a regardé c'était quoi la préparation de notre continent en général par rapport aux risques sanitaires. Et on voit que beaucoup de pays africains, si ce n'est que l'Afrique du Sud, le Kenya, le Maroc et un peu l'Éthiopie, ne sont pas bien préparés à ça.
et beaucoup de pays, le Sénégal est plus ou moins modéré, mais beaucoup de pays comme le Gabon, la Guinée, vraiment sont très limités. Et aussi, ce même modèle développé par l'OMS a été réutilisé récemment aussi, et c'est une autre publication sur Lancet pour montrer c'est quoi la préparation de l'Afrique spécifiquement au COVID-19. Et ils ont utilisé des variables sur l'état de préparation du pays, mais aussi la vulnérabilité. Combien de personnes voyagent dans ce pays? Combien de personnes viennent des zones épidémiques? Donc, voilà, c'est ça les challenges. On n'est pas bien préparé, ou on pourrait être mieux préparé. Et puis, on n'a pas le système de dépistage systématique, c'est-à-dire les tests. Ça aussi, c'est un autre problème qui est là. Par exemple, un pays comme le Sénégal, on n'a qu'un centre de test réellement, c'est l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur. Donc, les régions sont laissées pour compte. Et jusqu'à février, il n'y avait que 2 centres de tests en Afrique. Mais avec la survenue de l'épidémie, on est passé de 2 centres qui étaient le Sénégal et l'Afrique du Sud à 33 pays qui peuvent faire. Donc, déjà là, on voit une nette avancée. Mais aussi, il y a les pénuries de structures de traitement. Si on est confronté à de nombreux cas critiques de COVID, ça risque de poser problème vu notre plateau médical et l'état de nos structures sanitaires. Le Sénégal, par exemple, on dit qu'on a 56 lits de réanimation et il y a 40 autres qui sont en train d'être négociés pour pouvoir mettre mise en place. Donc, pour une population de 16 millions, on a moins de 100 lits. Donc, là, ça pose un peu de problème. Et bien évidemment, il n'y a pas de traitement encore, en tout cas vérifié pour le COVID. Et est-ce qu'on a les matériels de protection personnelle pour le personnel médical? Est-ce que ça existe? Ça aussi, ça reste à vérifier. Et aussi, voilà. C'est de réels problèmes, hein, Dr Mbatodia. D'abord, il faut dire qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion, et on va essayer de consacrer beaucoup de temps au débat, aux échanges, parce qu'il y a déjà beaucoup de questions qui sont postées sur Facebook, sur Zoom, etc. Donc, on va essayer vraiment de faire 30 minutes de présentation et 30 autres minutes consacrées vraiment au débat. Maintenant, pour résumer cette première partie qui concernait la situation épidémiologique, atouts et challenges des systèmes africains, en fait, pas résumer, mais retenir vraiment ce qu'il y a de plus consistant, et ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que depuis la confirmation de son premier cas de COVID-19, la progression de la pandémie en Afrique subsaharienne est similaire à celle des pays européens comme l'Espagne, et vous l'avez expliqué. Nous allons tout de suite entamer la deuxième partie de votre présentation, Dr Mbatodia, les mesures de santé publique actuellement déployées dans le continent et les effets escomptés. Là, vous allez évoquer les différentes mesures prises et leur potentiel impact. Exactement. Donc, brièvement, depuis que tout le monde d'ailleurs a vu que les gouvernements sont en train de faire d'énormes efforts pour pouvoir répondre à cette crise, pour pouvoir vraiment d'absorber le nombre élevé de patients. Parce que c'est ça, en fait, le goal ultime. Le goal ultime, c'est-à-dire, c'est de pouvoir, comme on le dit, c'est très courant maintenant, aplatir cette courbe de progression des nouveaux cas. Donc, pour aplatir cette courbe et prendre en charge ces cas, ça dépendra de beaucoup de facteurs, du système de santé et des caractéristiques de la maladie même. Parce qu'il y a beaucoup de connus aussi sur les caractéristiques de la maladie. Tout à fait. Voilà, des inconnus qui sont relatifs, par exemple, à la transmission, la durée d'expression virale, l'immunité, même on en parle, on ne sait toujours pas, on est en train de spéculer sur ça. Donc, il y a beaucoup d'inconnus.
donc ça, c'est un facteur qu'il faudra prendre en compte sur les décisions et je pense que c'est en train d'être pris en compte. La robustness c'est-à-dire de la préparation de notre système de santé politique et la qualité du système sanitaire. Et vu tout ça, j'ai vu que deux types de mesures se sont dégagées. On a les mesures qu'on dit individuelles, c'est-à-dire quand on vous dit de vous laver les mains, de porter des masques, par exemple, d'éviter d'être en groupe. Tout ça, c'est des mesures personnelles qui ont été mises en place. Les mesures barrières. Voilà, les mesures barrières. Et ça, c'est normal pour limiter en tout cas l'évolution de la maladie, cette évolution rapide. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que at the end of the day, 60 à 65% de la population seront contaminés par le COVID. Mais maintenant, ce que les systèmes de santé sont en train de faire, et ça montre les limites des systèmes de santé, c'est-à-dire on ne veut pas que ces 60%-là se passent dans l'espace de 1 mois. Donc, ce sera catastrophique. Par exemple, disons pour une population de 10 millions d'habitants, si 60% l'ont en 2 mois, disons, donc c'est genre 6 millions d'habitants. Et 6 millions d'habitants, si on prend sur ces 6 millions, on dit que 80% seront bénins, mais les 20% auront besoin soit d'hospitalisation, soit de prise en charge. C'est là que le problème survient, parce qu'aucun système de santé au monde ne pourra supporter cela. Donc, toutes ces mesures-là, c'est ça l'objectif, c'est essayer de spread out cette contamination dans le temps. Donc, ça peut prendre 1 année jusqu'à ce qu'on ait un vaccin. Donc, maintenant, à part ces mesures individuelles, il y a beaucoup de mesures communautaires qui ont été mises en place aussi. On voit au Sénégal, on a le couvre-feu, on a déclaré l'état d'urgence, la fermeture des frontières des écoles et des universités et la communication qui est en train d'être mise, qui est en train d'être faite en fait avec la population. Donc, l'État est en train de bien communiquer avec la population, de bien leur parler. Mais aussi, le problème qui se pose, c'est un problème on fait face à un dilemme. Par exemple, les pays comme l'Afrique, comme le continent africain, et beaucoup de pays d'ailleurs, font face à ce dilemme de la santé et de l'économie. Et c'est là où le problème. Moi, je pense que les mesures communautaires sont bien, sont très bien même, et sont en train de montrer que ça marche. Si on voit le cas de ce qui est en train de se passer en France, aux États-Unis, on est en train de voir que ces mesures-là marchent, mais dans ces pays. Donc, et pour nos pays qui font face à un double dilemme entre la santé de la population et la survie de l'économie. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas prioriser l'économie face à la santé? Et parce qu'il y a un effet négatif extrêmement lourd de ces mesures communautaires, c'est-à-dire du confinement, du télétravail avec des ressources de télécommunications limitées et tout ça. Donc, c'est pourquoi maintenant, il y a un débat dans le monde des épidémiologistes qui est là, c'est le débat de l'immunité collective. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas, dans certains contextes, laisser cette progression rapide et que les gens, ceux qui doivent mourir, meurent et après, on atteint cette immunité. Donc, c'est 60-65% et le faire naturellement au lieu d'essayer de l'étendre sur le temps. Mais docteur, cela pose un problème d'éthique, n'est-ce pas? C'est une stratégie épidémiologique qui a été utilisée, mais dans ce contexte-là, parce que la maladie, elle est un peu plus ou moins mortelle, ça reste aussi à définir la létalité de cette maladie, parce que les tests sont limités. Mais il y a des pays qui ont essayé ça. Hein. Par exemple, l'Angleterre avait essayé ça, avait débuté ça, et après, ils ont fait marche arrière. La Suède, c'est la stratégie qu'ils ont pris.
mais récemment, depuis la semaine passée, on est en train de noter une montée fulgurante des nombres de décès. Donc, c'est des décisions politiques qui seront basées sur ce qu'on perd, le coût d'opportunité d'arrêter toute l'économie d'un pays, surtout les économies faibles, et est-ce que les bénéfices en matière sanitaire en valent le coup. Et ça, c'est des modèles qu'il faut développer pour voir combien les facteurs qui entrent en jeu, combien de personnes on pourrait perdre, et essayer de voir est-ce que ça vaut le coup. Alors, docteur, avant de parler de cette deuxième partie-là, ce qu'on a retenu pour des problèmes logistiques, ceux qui nous écoutent vous demandent de parler un peu plus fort, ou en tout cas de vous rapprocher du micro pour qu'on puisse vous entendre davantage. Il y a déjà beaucoup de félicitations pour la qualité de ce que vous êtes en train de faire, hein. Alors, ce qu'on retient de cette deuxième partie de votre exposé, c'est que l'Afrique doit s'appuyer sur son expérience des épidémies et proposer des actions collectives pour lutter contre le Covid-19. Mais docteur, l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même l'autorité directrice et coordonnatrice dans le domaine de la santé et en matière de politique de santé, sa vision principale est d'améliorer les systèmes de santé. Il y a le professeur Jean Bernard, qui est cancérologue, spécialiste de l'hématologie, académicien et premier président du Comité consultatif national d'éthique de France, qui déclarait en 2005, dans un ouvrage où il est co-auteur avec le professeur André Lagané, éminent biologiste généticien, intitulé « Si Hippocrate voyait ça », eh bien, le professeur Jean Bernard estime que la priorité est de réformer un système de santé qui, au niveau mondial, est épouvantablement injuste et scandaleusement mal organisé. Les avertissements de l'éminent chercheur semblent n'avoir pas été entendus, puisqu'aujourd'hui, face à la pandémie du Covid-19, l'OMS et son directeur général sont accusés d'avoir tardé à sonner l'alarme sur la dangerosité du virus. Alors, question, faut-il réformer le mode de gouvernance mondiale de la santé et par ricochet nos politiques de santé publique pour rendre effectif le droit à la santé proclamé par toutes les constitutions? Oui, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est un débat qui est là depuis plus de 10 ans en l'ICA. On parle de réformer ces systèmes sanitaires, de revenir à la santé primaire, c'est-à-dire une santé qui est basée sur la prévention et la santé communautaire, ce qui est en train ce qui n'est pas le cas actuellement. Et on a des systèmes très centralisés. La santé communautaire n'est pas, en fait, on ne lui donne pas toute son importance. Absolument. Et avec des systèmes de santé qui sont limités parce que les financements sont limités, c'est très important de revenir à ça. Mais moi, je pense que et ça, c'est une idée que j'essaie de développer depuis longtemps sur mes recherches et mes publications. C'est-à-dire, depuis tout le temps, d'ailleurs, on voit la santé avec un œil étriqué. C'est-à-dire, on parle seulement de la quantité de la vie. C'est-à-dire, combien de temps les gens vont vivre. On parle d'espérance de vie. Et oui. Moi, je pense que ça, c'est étriqué. Il faudrait aussi ajouter la qualité de la vie. Donc, la quantité et la qualité de la vie doivent aller de part. Et pour faire ça, les systèmes de santé devraient, en tout cas, réduire ou bien minimiser de penser seulement à la vie, à la mort. C'est-à-dire mesurer l'effet d'un système sanitaire ou la qualité d'un système sanitaire avec un indicateur qui est basé sur la mortalité, mais plus sur la qualité de vie et aussi, ou bien combiné en tout cas. Et aussi, si cela est fait, ça nous encourage ou bien ça nous oblige en tout cas de revenir sur les bases de la prévention, mais aussi sur les bases du bien-être. La santé ne doit pas seulement être la santé physique comme on l'entend et comme on le comprend
Et je pense que la même erreur est en train d'être refaite avec cette épidémie de COVID-19. Malheureusement. Parler du nombre de morts, nombre de cas, mais en fait, on ne parle pas de tout la qualité de vie, le stress, l'anxiety, tous ces problèmes-là. L'environnement. L'environnement et tous ces problèmes-là qui sont liés aux mesures de santé publique qu'on est en train de prendre. Donc, la violence contre les femmes, ça a augmenté de 30% dans beaucoup de pays. Donc, tout ça, c'est des indicateurs qui sont importants, moi, à mon avis, et qui ont été laissés debout parce qu'on a cette vision historique de la santé qui est soit on meurt, soit on est vivant, alors que au-delà de ça, il y a d'autres facteurs qui sont vraiment déterminants et importants. Tout à fait. En compte. Et aussi, un autre indicateur, c'est-à-dire, vous parlez tout à l'heure de l'OMS et tout, mais ils ont été les premiers à pousser les systèmes de santé à penser aux investissements en santé. Donc, ils disent que 15% de votre budget doit être dirigé vers la santé. C'est bien, mais comment? Le comment n'a toujours pas été clair. Et le cas, vous voyez, les pays comme les États-Unis, c'est les pays qui investissent le plus dans leur système de santé, mais c'est les pays qui ont l'un des plus mauvais systèmes sanitaires au monde, si on regarde les pays développés. Donc, les États-Unis, et le COVID l'a montré, vous voyez, 70% des personnes qui meurent aux États-Unis, c'est les minorités, soit les Noirs ou les Hispaniques, les gens qui sont culturellement défavorisés, les groupes défavorisés, les minorités sont en train de mourir justement parce qu'on n'a pas basé le système sur les communautés, sur le bien-être de la communauté, mais plus sur... Voilà. Docteur, 2 minutes pour les questions que je suis en train de poser quand vous terminez votre présentation. Vraiment 2 minutes pour résumer, pour faire très court. Vous êtes épidémiologiste et si je ne me trompe, c'est un métier qui étudie les maladies à travers différentes données. Il peut, par exemple, s'agir du lieu, mais aussi de la population ou des facteurs de risque favorisant l'apparition de certaines pathologies. Le rôle de l'épidémiologiste, donc votre rôle, est de surveiller, mais aussi d'alerter si nécessaire, services et autorités sanitaires, populations, médias, partenaires, etc. Les résultats des analyses conduisent à la prise de mesures correspondantes à la situation. C'est un métier central de la santé publique. Ma question est la suivante. Le dispositif de surveillance et d'alerte mondiale a-t-il failli dans la gestion de la pandémie du COVID-19? Si oui, où situer les responsabilités? Lika, cette question, elle est un peu compliquée. Hein? Et je suis parfaitement d'accord avec la définition que tu viens juste de donner, ce rôle d'alerte, ce rôle de surveillance épidémiologique, tout ça. Et je pense que l'Organisation mondiale de la santé est en train d'être fait, a fait ça. Maintenant, comme on est en situation de crise, je pense que maintenant, ce n'est pas le moment en fait de situer les responsabilités. Maintenant, c'est le moment de faire face à cette crise. Et faire face à cette crise, c'est de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays et d'essayer d'ajuster as we go dans les autres pays. Donc, moi, je pense que c'est ça. Le système d'alerte, moi, je pense que ça a été mis en place. Oui, est-ce qu'il y a des défaillances? C'est discutable, c'est quelque chose qui sera fait. Les responsabilités, j'espère, seront situées à la fin de cette épidémie et venant de la Chine même et tout ce qui se suit et aussi des systèmes, enfin des méthodes de limitation de cette maladie qui, pour mon analyse, ont été basées sur la disponibilité ou sur la capacité des États. Vous avez vu, depuis longtemps, on nous a dit le port des masques n'est pas nécessaire, le port des masques n'est pas important. Mais alors qu'il y a plus de 6 ou 8 semaines, des études ont montré que peut-être c'était important. Des études qui ont été faites aux États-Unis, mais parce que les systèmes de santé n'étaient pas préparés, n'avaient pas les moyens de ces masques, donc certaines mesures
ont été prises juste par manque de moyens. Et ça, c'est dommage et on devrait en tout cas, c'est une question qui va revenir au cours des débats. Nous allons tout de suite entamer la troisième partie de votre exposé. Pour 5 minutes, le thème de cette troisième partie, c'est améliorer les systèmes de santé au bénéfice des populations. Et vous allez parler des pistes de solutions pour améliorer les systèmes sanitaires et repenser la santé publique. Oui, enfin, je pense que c'était interactif la discussion, donc du coup, certains de ces points-là ont été déjà... Absolument. Mais moi, il y a un message qui me tient à cœur et j'aimerais vraiment discuter avec le groupe. C'est-à-dire, on parle de système de santé. Bien sûr, il faut former les professionnels de santé, bien les former et avoir une formation continue. Ce n'est pas seulement avoir son diplôme et voilà, basta. La médecine avance tellement d'une manière extraordinaire. Par exemple, il faut toujours se mettre à jour. Donc, il faut se mettre à jour. Donc, ces formations doivent être continues. Former tous les professionnels, en tout cas tout le monde, pas seulement les docteurs, les sages-femmes et les infirmiers, mais même les techniciens de surface qui sont dans les hôpitaux ont besoin d'être formés. Donc, cette formation, elle est capitale. L'investissement sur la santé aussi, sur la santé plutôt, elle est capitale. Mais moi, ce que je déplore, c'est-à-dire la recherche de qualité doit être instaurée et bien financée dans nos pays. Et ça, c'est parce que l'Afrique est laissée pour compte, elle est marginalisée en matière de recherche de qualité. C'est-à-dire, récemment, j'ai vu le débat sur la vaccination, les Africains comme des cobayes. Et je pense que tout ça découle du manque de sérieux et du manque de compréhension que les populations ont de la recherche, en fait. Parce que c'est tout à fait normal de s'indigner par rapport à certains propos racistes, mais ne pas prendre ça pour inciter les populations justement à être vraiment contre à tout ce qui est de recherche, essai. C'est déplorable parce que là, ça risque de poser des problèmes. Parce que moi, je pense que on ne doit pas seulement être des consommateurs. On ne doit pas rester dans notre coin. Les essais cliniques se passent parce qu'actuellement, il y a une étude qui a été conduite en 2017 par le LEM et ça montre que seulement 8% des essais cliniques dans le monde, 7% plutôt des essais cliniques dans le monde sont faits en Afrique. La grande majorité, c'est en Amérique du Nord, 57%, l'Europe qui a genre 38%. Donc là, c'est un problème. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas au centre des études, les recherches cliniques qui sont en train de se faire. Et ça, déjà, la terminologie cobaye, moi, je pense que ça pose problème. Les gens qui participent dans les essais cliniques, ce n'est pas des cobayes, c'est des volontaires. Maintenant, il faudra un système d'éthique qui encadre tout ça, bien fondé, bien transparent et intransigeant, qui va regarder toutes les propositions d'études qui vont se passer et bien contrôler ça. Ça, c'est important et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Donc, on ne teste pas de vaccin, on teste de vaccins en Afrique. Ça, c'est les autorités sanitaires qui vont... Les questions relatives à cet aspect-là vont venir. Comme vous l'avez dit, sur le troisième point, l'amélioration des systèmes de santé au bénéfice des populations, vous l'avez évoqué au cours de nos discussions, et avec l'apparition des cas communautaires, les réponses, à votre avis, doivent être plus rapides et il faut également, à votre avis, toujours corser les mesures prises. En tout cas, ici au Sénégal, ils sont de plus en plus nombreux, y compris au sein même des techniciens de santé, des médecins, etc., à évoquer un confinement. Maintenant, est-ce qu'il va s'agir d'un confinement total ou d'un confinement ciblé? Là encore, ça fait débat. Malgré les différentes recommandations quand même de l'Organisation mondiale de la santé, il a fallu la pandémie du Covid-19 pour voir réellement à quel point les systèmes de santé du monde entier sont fragiles. Vous l'avez soulevé pour le cas des États-Unis notamment. N'est-on pas en droit de penser
que nos politiques de santé publique manquent manifestement de schéma conceptuel, c'est-à-dire qui permet de représenter une situation, de mode d'action, de processus de travail pour être efficace et répondre aux aspirations des populations, notamment des populations les plus vulnérables. Oui, bien sûr. Moi, je pense que les cadres sont définis, hein, mais à un moment donné, on a prisé, c'est-à-dire l'efficience. On s'est dit, c'est efficace, c'est bien, mais à quel coût? Et on a oublié cette notion basique qui dit que la santé n'a pas de prix, mais a un coût. Donc, il faut investir sur la santé. Donc, et beaucoup d'États, à un moment donné, ont lâché prise. Par exemple, en 2003, quand on a eu l'épidémie du SRAS qui était très mortelle, mais qui ne s'est pas développée. Il y avait beaucoup de recherches, comme c'est en train d'être fait actuellement, beaucoup de recherches qui ont été mises sur place pour essayer de trouver des vaccins ou des antirétroviraux. Mais à un moment donné, comme la maladie n'existait plus, on a laissé tomber. Donc, on a abandonné toutes ces recherches. Et là, ça a été une erreur. Et c'est ça qu'on est en train de payer maintenant. Parce que c'était un type de coronavirus. Donc, si on avait continué les recherches, ne pas seulement se soucier des coûts, est-ce que ça vaut la peine? Par exemple, regarder le nombre de personnes qui vont bénéficier de ça par rapport au coût que ça va engendrer. Est-ce que si on avait omis cette manière de voir les choses et de se concentrer sur l'avenir et se dire que si on résout ce problème maintenant, si une autre épidémie de coronavirus vient, on pourrait répondre à ça. Ça n'a pas été fait malheureusement, et ça c'est tous les pays du monde, parce que les recherches étaient dirigées par les pays qu'on dit développés, et voilà, et on est en train de payer. Oui, docteur, très rapidement, hein, la toute dernière question avant la quatrième partie. Vous l'avez aussi évoqué, investir dans la santé, surtout au niveau communautaire, qui semble être le parent pauvre en matière d'investissement pour la santé. Mais je rappelle également que la première déclaration de politique de santé au Sénégal est intervenue en 1989. Et elle a été inspirée, cette déclaration, par la déclaration de Alma Ata sur les soins de santé primaire, c'est-à-dire équité, prévention, approche multisectorielle, participation communautaire. Et récemment, l'Organisation mondiale de la santé et le Sénégal ont plaidé le retour aux soins de santé primaire. Retour à la case départ, peut-on dire que les principes à la base de la santé individuelle, ce que vous appelez la médecine, et collective, la santé publique, sont figées, ou pensez-vous qu'elles peuvent quand même évoluer? Oui, elles peuvent évoluer et elles sont en train d'être évoluées. Et cette évolution, revenir sur la santé primaire, ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas, mais c'est juste être conscient du double fardeau qu'on est en train de faire face dans ce monde. C'est-à-dire, en matière de santé, maintenant, on ne parle plus des pays, en tout cas comme l'Afrique. Avant, on était sur les maladies contagieuses, les épidémies des maladies contagieuses comme le coronavirus, des genres de ces maladies, la tuberculose, des trucs comme ça. Mais actuellement, on est en train de se rendre compte que il y a un autre fardeau qui pèse sur nous, c'est-à-dire les maladies chroniques. Et les maladies chroniques, la meilleure manière de les gérer, c'est la prévention. La prévention, absolument. Éduquer les gens sur les modes de vie, comment on mange, comment on bouge, et puis aussi comment on vit, tout simplement. Donc ça, c'est important. Revenir sur la prévention, sur la communauté, c'est aussi penser à la santé mentale, ce qui a été pour des années laissé en compte, en fait, laissé en rade, je veux dire, la santé mentale des populations. Et là, les organisations sont en train de réaliser que c'est aussi important la santé mentale que la santé physique. Donc tout ça, c'est des changements
qu'il faudra faire et qui sont en train d'être faits dans plus ou moins, mais nécessitent beaucoup plus de travail et beaucoup plus de financement dans ces secteurs et beaucoup plus de recherche. Parce que si on n'a pas les recherches qu'il faut, on ne pourra pas déterminer les politiques de santé publique qui sont adéquates pour un environnement, un moment donné. Donc, ça, c'est important. Et aussi, Lika, pour 30 secondes, appuyer sur l'importance de l'environnement, de l'écologie par rapport à toutes ces épidémies, à toutes ces maladies. Absolument. C'est important. Et ce phénomène de COVID, je pense que pour les environnementalistes, pour les écologistes, sera l'opportunité de saisir ça et de vraiment montrer aux gens c'est aussi important pour votre santé et pour votre bien-être. Alors, la toute dernière partie, Dr Mbathio, les différentes se préparer à la prochaine épidémie. Et vous allez nous parler des différentes mesures nécessaires pour se préparer pour la prochaine épidémie. C'est donc le contenu de la dernière partie de votre exposé. Exactement. Donc, comme je l'ai dit au début, une épidémie, les épidémies de coronavirus en particulier, les épidémies en général, mais celles de coronavirus en particulier, sont prévisibles et on en aura dans le futur. Donc, parce qu'elles sont inévitables vu la manière dont nous vivons. Donc, on bouge beaucoup. Quelqu'un qui a le coronavirus en Australie peut l'amener au Sénégal en moins de 48 heures. Donc, c'est ça la réalité du monde où nous vivons. Donc, si c'est le cas, il faut se préparer. Et cette préparation sera basée majoritairement sur une surveillance épidémiologique qui est là et qui est constante. Ne pas justement attendre seulement qu'une épidémie se déclare pour commencer à faire cette surveillance, mais mettre sur place des méthodes de surveillance épidémiologique bien structurées pour voir pour chaque type de maladie qu'est-ce qui est en train de se faire, comment cette maladie évolue dans le temps pour un certain pays. Bien sûr, améliorer les infrastructures sanitaires et aussi mettre en place des protocoles de fonctionnement de prévention et de contrôle de ces infections dans les établissements de santé. Former les gens sur qu'est-ce qu'il faut faire, quand et comment, quand une épidémie se passe, faire des tests, des essais et prendre au sérieux aussi les programmes de mondiaux qui ont été mis en place pour répondre à ces épidémies. Moi, je pense, et je le redis, développer la recherche médicale, que nos solutions viennent de nous en fait. Ça, c'est important. Et pour que ça puisse se faire, la recherche médicale doit être développée et valorisée. Et beaucoup d'investissements doivent être là fait. Utiliser la technologie, les technologies de communication qu'on a à notre disposition pour pouvoir communiquer avec les gens, avec les populations, pour qu'il y ait cette compréhension des épidémies et avoir ce dispositif de suivi de l'épidémie. Donc voilà, je pense que ça, c'est des mesures qu'on devrait prendre et y travailler maintenant et ne pas attendre que la prochaine épidémie. Je pense que les pays développés ont appris la leçon. J'espère que ce sera le cas aussi dans nos pays. On espère. Hein? Et pour vous, donc, il faut des tests massifs. Il y a la vigilance, l'isolement qui vont suffire pour garder d'abord le niveau de contamination très bas jusqu'à la disponibilité des vaccins. Et pour exactement. Parce que même hier, les résultats, si je prends l'exemple du Sénégal, hier, on est passé de 200 tests à 450 tests et vous avez vu le nombre de cas à presque. D'habitude, on voyait 10 à 15 cas. Hier, on est passé, je pense, à 25 cas. Donc, ça montre l'importance des tests parce que la spécificité du COVID, c'est qu'il y a les malades asymptomatiques, ceux qui n'ont aucun signe. Donc, tester, comme l'OMS l'avait dit, je pense que ça paye. Et puis, ça permet juste d'isoler les cas, les gens qui ont la maladie pour qu'ils ne contaminent pas d'autres. Et la venue des cas communautaires, ça pose vraiment un problème. Épidémiologiquement parlant, c'est le principal. Et ça, c'est survenu
au Sénégal, je pense, en mi-février, le 21 février, quelque chose comme ça, Oui. ou mars. Donc, et depuis ça, la donne a changé parce que les cas communautaires, les gérer, c'est difficile, surtout dans nos contextes. Donc, l'État doit vraiment investir sur les tests. Et à un niveau individuel, les gestes barrières et le port du masque, moi, je pense que c'est des mesures très importantes. Merci beaucoup, docteur Mbacho. Votre exposé était très brillant. Alors, il y a toute une équipe qui est derrière l'organisation de ce webinaire et il y en a un qui veille scrupuleusement au respect du temps. Donc, il nous reste très peu de temps. Nous allons ouvrir maintenant les débats, les autres questions qui viennent de nos followers et de nos internautes. Et c'est Fanta Diallo qui va se charger déjà de nous envoyer quelques questions qu'elle a sous la main. Fanta, bonsoir. Bonsoir, Lika. Alors, vous avez déjà des questions? Oui, on a une tonne. On est resté scotché à écouter très attentivement le docteur Bathodien, qu'on remercie encore parce que 7 heures du matin, c'est quand même pas évident. Tous nos remerciements, docteur. Je passe directement aux questions quand même. Si le Sénégal et le Burkina suivent la même évolution que l'Italie, cela est-il préoccupant ou inquiétant vu le nombre de morts qu'on a en Italie en particulier? Et quelles sont les perspectives d'évolution pour le Sénégal? C'est une des premières questions. La deuxième, c'est quelles sont les variables de la courbe de progression qu'on a projetée tout à l'heure? Quelles sont les variables qui déterminent cette courbe? OK. Donc, voilà. Je pense que la première, je vais répondre avant que parce que je prends pas note. Mais les variables qui sont sur la courbe, c'est-à-dire c'est le nombre de cas qui ont été détectés à partir du de la détection du premier cas. Donc, on suit les cas jour par jour. Donc, par exemple, sur la première courbe, on part du nombre de cas depuis le premier cas a été déclaré par pays. Ils ne sont pas déclarés au même temps. Donc, c'est le temps depuis le premier cas sur le nombre total de cas. Donc, c'est ça les variables de la courbe. Est-ce que si ça suit la même trajectoire, est-ce que c'est inquiétant? Oui, c'est inquiétant parce que le nombre de cas qui évolue, c'est inquiétant. Mais est-ce que ce sera aussi grave qu'en Italie? Ça, on peut le déterminer que avec le pourcentage ou le nombre, en tout cas, de cas graves qui seront déclarés dans les pays. Et moi, j'ai comme l'impression qu'au Sénégal, le nombre de cas graves, on ne communique pas sur ça, hein, je ne pense pas. Mais le nombre de cas graves n'est pas aussi élevé pour le moment. Mais ça, c'est une évolution dans le temps qu'on va suivre de la même manière qu'on a les nombres de cas. Il faudra qu'on plotte aussi les nombres de cas graves pour voir est-ce que ça suit la même évolution. Et les cas graves, si le nombre est élevé, malheureusement, beaucoup de systèmes de santé, en tout cas, ne sont pas préparés pour pouvoir faire face à ça parce que les places de réanimation sont limitées dans beaucoup de pays. Merci beaucoup. J'enchaîne avec une question d'Abdoulaye Diallo. Oui. Compte tenu de l'incertitude dans l'évolution de la pandémie et les conséquences sociales désastreuses qui ne manqueraient pas si l'isolement perdure, que pensez-vous de l'option apprendre à vivre avec le Covid, comme on le fait avec le VIH? Oui, je n'ai pas bien entendu la première question, mais pour la deuxième question, cette option de vivre avec le Covid, on en parle, hein, on en parle, mais ça pourrait se faire que si on atteint ce dont je parlais tout à l'heure, cette immunité collective. C'est-à-dire si on arrive à que la majeure partie de la population ait ça, donc le nombre de nouveaux cas va dramatiquement diminuer. Et si le nombre de nouveaux cas diminue, ces cas-là pourront être pris en charge. Parce que le problème, ce n'est pas la gravité encore de la maladie. C'est pas ça le débat, en fait. Et je pense que beaucoup de gens, parfois, il manque ça. Ce n'est pas seulement la gravité de la maladie, mais la capacité de nos systèmes sanitaires à prendre en compte les cas, un rush de cas. C'est ça le problème, en fait. Si beaucoup de gens ont la maladie, le taux de contamination va
naturellement diminuer. Donc, par exemple, parce qu'actuellement, une personne qui a la maladie, on dit que tu contamines entre 2 et 3 personnes. Mais si 65% de la population, ce taux-là va diminuer. Peut-être qu'une personne qui a ça va contaminer personne parce que tout son entourage l'aura déjà, ou bien va contaminer une personne au maximum. Donc, et si ça arrive, les systèmes de santé pourront faire face à ça parce qu'ils pourront prendre en charge ces malades. La question suivante, comment allier l'écologie et la santé pour prévenir les prochaines... Moi, je pense que... Et santé, écologie. Oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est-à-dire notre rapport déjà avec notre rapport avec les animaux, notre rapport avec les animaux sauvages en général, parce que c'est ça, en fait, la théorie qui est plus plausible que les virologues sont en train de débattre, c'est-à-dire que ce virus-là, c'est venu à partir du marché d'animaux sauvages qui se trouve à Wuhan. Donc, est-ce que ces marchés-là doivent exister? Des animaux comme le pangolin qui sont consommés en Afrique, au Sénégal, je ne pense pas, mais dans d'autres pays d'Afrique qui sont consommés, est-ce que ces animaux sauvages-là doivent être consommés? Donc, ce rapport-là qu'on a avec la nature sauvage doit être révisé. Mais aussi, la protection de l'environnement et comment on vit. Comment est-ce qu'on consomme? Est-ce que tout ce qu'on consomme là, c'est nécessaire ou pas? Et essayer de pallier ou bien au moins de réduire un peu notre confort va permettre parce que l'État aussi dépense beaucoup d'argent sur les questions environnementales, sur les déchets plastiques. Peut-être si on fait ces efforts-là, cet argent-là pourrait être redirigé vers les systèmes sanitaires. Alors, docteur, une dernière question. J'ai une question d'abord pour le docteur. Oui, allez-y. Il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a énuméré les éléments constitutifs d'un système de santé de qualité que sont le financement, les ressources humaines bien formées et en nombre suffisant et suffisamment rémunérées, des informations sur lesquelles fonder les décisions politiques et administratives. La disponibilité des médicaments, vaccins et technologies là où on en a besoin, les installations entretenues, des orientations claires et l'implication des communautés. Au Sénégal, les diagnostics des faiblesses du système sont faits depuis longtemps, notamment lors des assises de la santé en 2001, puis en 2012, je crois, lors des concertations sur la santé. Aussi, malgré les moyens insuffisants, certes, mais en constante augmentation, nos systèmes de santé restent faibles, pour ne pas dire que cela va de mal en pis. Pour la plupart des pays d'Afrique, et le Sénégal n'y échappe pas. Quelle approche pour l'équité dans l'accès aux soins de santé? Moi, je pense que la première approche, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit se baser sur la prévention. Parce que si on a des systèmes limités, il faut vraiment miser sur la prévention. Et la prévention, ça passe par la santé communautaire, majoritairement. La télémédecine, moi, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra investir, surtout dans nos pays. Parce que beaucoup de gens, seulement les grandes capitales, comme par exemple, si vous êtes à Dakar, vous avez accès à beaucoup plus de spécialités et de soins. Comme soit déplacer ces spécialités dans les zones les plus reculées, ou bien développer la télémédecine pour que les gens puissent être vus par des spécialistes en temps réel. Et ça, c'est utiliser les technologies de l'information qui sont maintenant disponibles. On a cette chance, donc il faut la saisir. Il y a beaucoup de startups qui sont dans ces domaines. Il faut pousser ces startups et les aider à répondre aux questions qui sont vraiment spécifiques à notre contexte. Moi, je pense que ça aussi, c'est important. Parfois, toutes nos mesures de santé publique sont basées sur les modèles occidentaux. Et parfois, ces réponses-là ne sont pas adéquates pour notre environnement. Par rapport à notre contexte. Exactement. Donc, je pense que, comme tu l'as bien dit, les réformes, je pense que les documents sont là. Et parfois aussi, c'est juste la mise en œuvre qui pose problème. La mise en œuvre qui pose problème et le suivi des actions qu'on mène. Donc, ça, c'est important.
il faut les mettre en œuvre, mais aussi faire un suivi et voir ce qu'on a fait il y a 10 ans. Est-ce que ça marche? Si ça ne marche pas, on change et essayer d'avoir un œil sur l'ensemble. Alors, docteur, il me reste une question et Fanta, il me reste 2 questions. Il y a également d'autres questions sur les réseaux sociaux. Je précise à nos followers que les discussions vont se poursuivre sur nos différentes plateformes de diffusion, Twitter, WhatsApp, Facebook, etc. Je pose une question, Fanta en pose 2 et puis on clôt parce qu'il nous reste très peu de temps. Aujourd'hui, on ne peut parler de recherche sans parler d'éthique. Vous êtes dans la recherche. Hein? Les laboratoires pharmaceutiques des pays industrialisés, attirés par la réglementation lacunaire, la faiblesse des coûts et des contrôles, s'orientent de plus en plus vers le continent africain. L'Afrique doit remédier à l'absence donc ou à l'insuffisance des infrastructures de recherche opérationnelle, scientifique et éthique en appliquant les conclusions pertinentes du sommet de l'Union africaine sur la bioéthique tenu à Yaoundé en 1996 et dont la recommandation principale, outre l'accès des Africains à des soins de qualité, est de doter tous les pays membres d'un comité d'éthique pour réguler les essais cliniques et thérapeutiques sur l'homme. Cependant, la perception africaine de l'éthique est différente de celle occidentale. Docteur, quelle éthique pour l'Afrique? En 1 minute. Moi, je pense que déjà, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, en ce qui concerne les essais cliniques, l'Afrique est sous-représentée. Donc, c'est seulement 7% des essais cliniques qui sont en train d'être faits ici dans notre continent. Donc, ça, c'est la première réponse que je voulais donner. Mais effectivement, l'éthique, c'est capital pour la recherche. L'éthique, c'est capital pour tout participant et pour toute personne, toute institution ou groupe ou centre de recherche qui veut faire des études, des essais cliniques dans un pays ou dans un hôpital, quoi que ce soit, doit être encadré par un comité d'éthique sérieux, scientifique et regardant sur tous les problèmes qui ont trait à l'éthique. Mais justement, est-ce que vous ne croyez pas que là, l'avènement d'un comité bioéthique africain pour protéger nos populations ne vient pas à son heure? Oui, c'est important, c'est même crucial. Mais oui, au niveau individuel, chaque pays aussi doit avoir des systèmes d'éthique et de gouvernance sanitaire bien définis. Donc, quand vous venez dans un hôpital pour faire votre essai clinique ou bien recruter des patients, ça doit être extrêmement bien encadré parce que c'est la vie des gens. Et aussi, les gens qui participent dans les études cliniques doivent être informés et bien informés. Comme ça, ils donnent leur consentement en étant très bien informés et avoir ce qui est extrêmement important, la capacité de se retirer de l'étude à n'importe quel moment sans donner de raison, sans avertir, c'est-à-dire sans vous avertir avant. Une personne peut juste se lever et dire que je ne veux plus participer à cette étude et ne sera pas, et ça ne doit pas affecter sa prise en charge sanitaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les gens, on leur donne l'opportunité d'avoir accès à un organe où ils peuvent aller se complaindre si une étude est en train d'être faite ou bien s'ils ont participé à une étude et selon eux, ça ne répond pas aux critères éthiques qui devraient être mis en place. Donc, ça, c'est important. Fanta, une question? Oui, la première était relative à l'éthique, donc on a déjà la réponse. La deuxième, c'est au vu des changements de comportement imposés par cette pandémie, pensez-vous qu'intégrer les indicateurs relatifs à la santé mentale serait indiqué pour évaluer l'impact sanitaire? Moi, je pense fermement à ça. Moi, je pense que le bien-être et la santé mentale sont des indicateurs capitaux pour cette épidémie. Parce que l'économie prend une grande partie. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur boulot et ça naturellement, ça affecte
la santé mentale des individus. Donc, on ne peut pas seulement se limiter à mesurer l'effet de cette pandémie et des actions qui ont été prises juste sur le nombre de cas et le nombre de morts. Il faudra prendre en compte tous les autres indicateurs, ou tous les autres indicateurs, surtout les indicateurs en ce qui concerne les violences et aussi la santé mentale. Oui, docteur Mbacke-Dieng, une seule question, la toute dernière question qui vient de Mombo Diagne, qui écrit ça. Il suit le webinaire depuis Paris, en France. Sa question, quelle serait la probabilité d'avoir un rebond de l'épidémie une fois la fin du confinement annoncé? Et quid de l'efficacité de l'immunité collective? Je crois que pour l'immunité collective, vous avez déjà répondu à cette question. Exactement. Donc, l'immunité collective, ça permet juste to get over with it, comme on dit. Donc, ça se passe en 2 mois, tout le monde est immunisé et on passe à autre chose. Mais il y aura beaucoup de morts. La question de monsieur, je n'ai pas retenu le nom, c'est une question à $10 000. C'est est-ce qu'il y a un risque de pic d'une nouvelle vague? Oui. Il y a un risque. C'est en train d'être observé à certaines mesures en Chine actuellement. Le nombre de cas est en train de rebondir. Ouais. Singapour, on ne peut pas dire qu'ils avaient un premier pic parce qu'ils ont toujours su contrôler. Mais maintenant qu'ils ont relâché les mesures de confinement, on voit que leur premier pic, en tout cas, est en train de se passer, Singapour et Japon. Donc oui, il y a un véritable risque si toutes ces mesures de confinement sont relâchées, qu'un nouveau pic Alors, Fanta avait déjà lu cette question du docteur Diallo sur le VIH-Sida. Il relance ici et il dit, le docteur Abdoulaye Diallo, il dit avec le VIH, on ne parle pas d'immunisation globale avec plus de 60% de la population contaminée. Le VIH est contenu avec les gestes barrières. C'est la relance du docteur Abdoulaye Diallo. Oui, mais parce que c'est différent. Le VIH, ce n'est pas airborne, c'est pas dire... la contamination, elle est beaucoup plus compliquée que cette maladie. Cette maladie, tu peux juste tousser ou même parfois, ils disent que toucher un espace que l'autre personne a touché pour que ça... Donc, les modes de contamination sont différents. Oui, docteur Mbacke-Dieng, vous allez vous préparer parce qu'il y a beaucoup de questions que Fanta Diallo va donc vous envoyer, mais ce sera sur Facebook parce que le temps qui nous était accordé est maintenant terminé. Nous avons fait 1 heure. On n'a pas senti le temps passer. Votre exposé était de qualité. Il y a beaucoup de bonnes informations qui sont sorties. Et donc, nous allons poursuivre les échanges sur la page Facebook de JIDER et de Lex-Africa. Juste rappeler à nos followers que le prochain numéro de nos conférences virtuelles et nocturnes consacrées aux différentes implications du Covid-19 dans la gestion du Covid-19, ce sera donc lundi prochain. Et notre invité sera le docteur Ndongo Samba Sylla. Il est économiste et il nous parlera de monnaie et dette. Il est beaucoup question de dette dans cette gestion du Covid-19. Donc, merci beaucoup, docteur Mbacke-Dieng, d'avoir été avec nous. Il est actuellement 8h à Sydney. Oui, 8h05, exactement. On vous a prémis de grasse matinée. Maintenant, vous pouvez lire tranquillement dans votre lit. Et nous-mêmes, nous allons dormir parce qu'il est à 22h. Ok, merci beaucoup. C'était un plaisir. Bonsoir et bonsoir à tous, chers followers, et à lundi. sa yaram tàngul baat bopp cër di tim ngay wopp xëy di liw ba di xonk rongoñ di roggalaat sa kët di xiixat jafe-jafe nooyi set daal ci gàttal dalay musal ci coronavirus ñu la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe sa bopp ñu la jege fagaroo gën faju digle yi nan ko jëfe lëmbe na àdduna bi la jàngoro yaatu na
lëmbe na àdduna bi lay jàngoro yaatu na. Il est question de prévenir, évitons les débats puérils. L'heure est grave, tous unis, faisons un sur le ring. L'union est vitale, le respect des consignes, capital pour vos querelles de bas étage. Ceci n'est pas normal, vous te du yor. Vos vidéos pour le buzz, des intox sur des intox. Ceci n'est pas normal, vous te du yor. On parle de millions de vies humaines, le Sénégalais est expert en tout, mais à chacun son domaine.